Nous y sommes, le sprint final, la fin du mercato estival 2023-2024 arrive enfin. Et quel mercato de fou! Je ferai une vidéo récapitulative complet du mercato de Ligue 1, des 18 clubs de Ligue 1. Vous avez bien entendu, des 18 clubs, on n'oubliera personne. Metz, Le Havre, Clermont, tout le monde, même les clubs considérés comme plus petits. Nous parlerons de tous les clubs de Ligue 1. Dans cette vidéo-là, mercato, on parle du sprint final. Je vais surtout évoquer le PSG parce que je suis supporter du PSG, que je connais le mercato que je connais le mieux, c'est celui-là. Et nous allons donc évoquer un petit peu les derniers dossiers, ce que je pense, ce qui va se passer du coup. Et du coup, en fin de vidéo, j'évoquerai justement cette annonce de la semaine prochaine. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je précise également qu'il se peut que ce soir, à 22 h environ, nous serons en live sur YouTube pour la fin du mercato, justement le sprint final. Donc, si jamais vous voulez passer, n'hésitez pas. On sera là avec grand plaisir. Et peut-être qu'on aura une petite bombe ou deux. On sait jamais, hein, c'est toujours quelque chose de fou. Bref, sans plus tarder, on va commencer à attaquer du coup le sujet de la vidéo, la fin du mercato et surtout le mercato parisien. Alors, grosso modo, j'en parlerai encore une fois dans ma vidéo récapitulative de tout le mercato de Ligue 1, mais je trouve que le mercato du PSG est plutôt bon, voire très bon, sincèrement, parce que par rapport à tous les manques qu'il y avait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, à l'heure où je m'exprime, Barcola a enfin été signé. Voilà, je me permets de vous montrer directement un petit peu l'annonce du PSG, bon, par le Twitter d'Adrien Grenier. Mais voilà, Barcola a été fait. Et donc, concrètement, là, le mercato parisien, il devrait être quasiment terminé. Concrètement, ce qui revient le plus, évidemment, c'est le cas de Randal Kolo Muani, qui devrait arriver au PSG, mais uniquement sous conditions bien précises. Nous évoquons à l'heure actuelle un départ de Monsieur Hugo Ekitike, du coup, vers Francfort, pour faire un sort d'échange. C'est un sort d'échange parce que, évidemment, il y aura aussi beaucoup d'argent qui sera investi par le PSG. Et honnêtement, moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Je trouve que le dossier Kolo Muani, il est extrêmement important. Alors, je sais que certains ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire parce que voilà, c'est vraiment un sujet bien particulier. Mais disons que je pense sincèrement que dans la tête d'Enrique, dites-moi hein, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez vraiment pas à me dire. Je pense que là, le but réel du PSG, c'est d'avoir le trio d'attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Alors oui, je sais. Gonzalo Ramos a été acheté pour 80 millions ou quelque chose comme ça. Donc c'est un investissement énorme. Et là, je suis en train de vous dire un peu, ouais, il va être sur le banc. C'est vrai que c'est vraiment bizarre dit comme ça, mais en fait, pourquoi je pense que Randall, le pressing est aussi important pour l'avoir, c'est parce que, si vous voulez, je considère que certes, c'est un avant-centre, mais c'est absolument pas un avant-centre comme on l'évoque. Je pense qu'on fera un jour une vidéo où nous parlerons du cas Randall Kolo Muani s'il vient au PSG, mais en fait, si vous voulez, c'est un joueur qui libère énormément d'espace, qui crée énormément de connexions et de liens entre tous les joueurs offensifs. Et je ne parle pas seulement des attaquants, c'est-à-dire que évidemment, il peut créer des connexions évidentes entre les deux ailiers, à savoir Kylian et Ousmane, mais il peut également créer des connexions vers tous les joueurs de milieu. Voilà, Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, c'est un joueur extrêmement intelligent aussi, c'est-à-dire que très souvent, Randal Kolo Muani va te trouver la bonne passe, va te trouver la bonne combinaison, etc., qui va faire avancer le jeu, qui va créer un danger extrême. On rappelle que Kolo Muani, c'est quand même un joueur qui apporte un danger conséquent à l'attaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, je voulais juste revenir quand même rapidement sur le profil de Randal Kolo Muani sur le site FBRF, où nous voyons un petit peu ses stats sur les 3000 dernières minutes. Donc, c'est quand même, on va dire, une échelle assez importante. C'est une grosse mesure. Et donc, on voit que pour un avant-centre, il a vraiment un profil extrêmement atypique parce que, bon, déjà, les stats défensifs ne sont absolument pas mauvaises. Ça s'explique surtout parce que, voilà, c'est un joueur aussi qui participe énormément, on va dire, au jeu, au pressing. C'est-à-dire, voilà, ça rentre totalement dans la volonté de Luis Enrique de créer une équipe qui va tout le temps courir, tout le temps être agressive, porter le ballon également avec et surtout à la perte, vraiment rusher pour récupérer le ballon. Un contre-pressing très intense. On voit également que par rapport au stats offensif de Randall, effectivement, les buts marqués et les expected goals ne sont pas les plus élevés d'Europe, mais par contre, c'est loin d'être nul, hein. Voilà, le 69e centile, c'est vraiment bien, c'est très bien. Évidemment, les plus gros avançants du monde, genre Alain Detou, ils sont à 99, c'est normal. Mais quelque chose qui se dégage totalement de Randall par rapport aux autres avançants, c'est évidemment son côté un peu passeur qui va faire participer au jeu parce que là, on a 96 centiles en passe décisive. Ça veut littéralement dire qu'il fait partie du
top 4% des avant-centres donc à ce poste-là. Donc c'est énormissime. C'est vraiment, vraiment énorme. Et les actions menant à un tir, c'est-à-dire qu'il est dans le top 83. Donc c'est évidemment également énorme. C'est-à-dire que très souvent, ces actions mènent à un tir. Et ça, c'est énorme. On peut aussi rappeler que pour un avant-centre, on rappelle, pour ça que c'est un profil très spécial. Pour moi, limite, ça ressemblerait à un faux neuf. On est quand même sur un joueur qui dribble énormément, 95%. On parle d'un avant-centre. Il porte aussi énormément le ballon parce que quand vous avez 94 en position progressive, vous voyez totalement qu'il sait totalement faire des courses, porter le ballon un petit peu, voilà, comme ce qu'un Kylian peut faire ou un Ousmane Dembélé peut faire. Et ça, c'est pas forcément ce que des avant-centres, on va dire, plus classiques font. On remarque également que la touche dans la surface de réparation et les passes progressives qu'il reçoit sont extrêmement très importantes. Ça signifie qu'il apporte également du danger offensif. Et ça se repère là par rapport aux expected goals qui sont quand même bons, même si évidemment, s'il s'améliore là, on va dire que s'il atteint le 80-85 centiles ici, bon, bah alors ça va être un délire, effectivement. Mais je pense que ça passera également par le fait qu'il doit tirer plus, parce que vous voyez qu'il ne tire pas assez. Il est à 51%, donc ça fait que c'est la moyenne quasiment à contrepartie, enfin, par rapport, regardez, à Kylian. Kylian, si vous voulez, il est à 99%. Donc, c'est évidemment énorme. Voilà, donc je voulais quand même revenir sur ça, parce que le profil, là, c'est vraiment un profil purement statistique, mais évidemment, son profil technico-tactique, il est extrêmement important. Kolo Muani, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le joueur idéal pour créer des connexions entre tout le monde, sachant que ce sera un avant-centre un peu faux neuf. Et vraiment, pour Luis Enrique, c'est un joueur en or, en fait. À la voir, c'est un joueur en or. Et évidemment que si vous avez Gonzalo Ramos en plus, eh ben vous avez un remplaçant de qualité importante, parce que Gonzalo Ramos, c'est pas du tout la même chose. Il participe quand même beaucoup, beaucoup moins en jeu. Il touche beaucoup, beaucoup moins de ballons. Après, il est plus finisseur et tout techniquement, donc ça va, c'est bien. Mais voilà, et en plus, ce qui m'irait dans le sens que Randal Kolo Muani vient pour être un titulaire, c'est qu'aussi, il a quand même plus d'expérience, il est un peu plus âgé, voilà, il a 24 ans, en fait, il a quasiment le même âge qu'Mbappé, et c'est quand même un peu plus crédible. J'ai du mal à voir Kolo Muani venir, si jamais il vient, et Luis Enrique lui dit, écoute, on a besoin de toi cette saison, mais tu vas être clairement remplaçant de Gonzalo. C'est possible, hein, vraiment, je ne dis pas, c'est possible, mais c'est des questions de profil, c'est pas les mêmes profils, et c'est très, très, très important. Rappelez-vous que le foot, il faut pas le voir en mode unidimensionnel, et limite pas en bidimensionnel, mais en tridimensionnel, plusieurs dimensions, parce que le football, c'est aussi voir les forces que tu as actuellement, parce que tu as un effectif, mais tu peux avoir des joueurs qui ne sont pas là, blessés, etc., suspendus. Il faut également voir qu'une saison, c'est long. Donc, c'est-à-dire qu'une saison longue signifie tu ne peux pas avoir 11 joueurs dans un effectif. Tu dois en avoir beaucoup plus. Tu dois en avoir une vingtaine pour espérer quand même avoir une équipe compétitive tout au long de l'année. Manchester City est le meilleur exemple. Il faut également voir les profils des équipes adverses, parce qu'en fonction de qui tu affrontes, des joueurs pourraient être plus ou moins pertinents en fonction. C'est totalement normal, vous comprenez. Donc en fait, le football, il ne faut pas voir, ouais, lui il vient, mais non, il n'est pas assez fort, il doit être sur le banc, machin. Le football, c'est la réflexion dans un ensemble, dans un contexte à chaque fois. Et plus tu as de cartouches, mieux c'est. Donc Randal Kolo Muani, il doit venir au PSG. Bien évidemment, parce qu'une telle cartouche, ce serait vraiment sous-estimé. Alors oui, le mec, mais pas 45 buts, 50 buts sur une saison. Mais par contre, c'est pas du tout quelqu'un à négliger, même d'un point de vue stats, parce que les stats, c'est pas forcément ce qu'il fait le plus briller. Il est quand même à 26 buts, 16 passes D, un truc comme ça la saison précédente, hein. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Et encore une fois, un profil comme le sien pour un avant-centre, c'est assez unique et c'est extrêmement bon. Et j'ose imaginer là un petit peu la combinaison entre ce trio d'attaque 100% français, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, ce serait quelque chose de formidable. Je pense qu'Enrique peut réaliser des choses vraiment exceptionnelles avec ça, et il faut vraiment voir. Donc j'espère de tout cœur qu'il se fera. Ça va être très compliqué à l'instant T parce que c'est pas bien parti. Il faut vraiment qu'Ekitike puisse aller à Francfort, que Francfort accepte. Et il faut également, voilà, que le prix payé soit totalement le bon. Et à partir de là, Kolo Muani viendra. Je vous avoue que si Kolo Muani reste à Francfort, bon, déjà moi personnellement, je serais écœuré. Et lui-même, je pense qu'il va vraiment être très très mal en point, parce que maintenant, c'est pas pour manquer de respect à Francfort, quand même un gros club allemand qui a gagné l'Europa League sur ces dernières saisons. Là, Kolo Muani doit passer vraiment un cap. C'est un joueur qui est vraiment, je vais pas dire trop fort pour Francfort, mais vous comprenez, c'est un joueur qui doit maintenant passer un cap largement supérieur. C'est pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est vraiment très particulier. Mais voilà, peut-être que c'est pas autant un finisseur que Haaland ou un Lewandowski. Bon, Lewandowski en ce moment, c'est un peu moins bien, mais ou un Kane ou quoi. Mais par contre, c'est un joueur d'équipe formidable. Formidable. Vraiment formidable.
Bon, je voulais parler du mercato parisien. Je remarque qu'on parle de Kolo Muani, voilà, quasiment sur toute cette vidéo. Je voulais quand même évoquer quelque chose d'extrêmement important, c'est évidemment la question du milieu de terrain. Parce que oui, totalement, je suis totalement d'accord pour dire que le milieu de terrain du PSG a des manques. Voilà, a des manques très très réels, très très importants. Le plus gros problème, si vous voulez, par rapport à ce milieu de terrain, c'est que vous n'avez pas réussi à faire un milieu de terrain top monde. C'est-à-dire quelqu'un de totalement confirmé qui a prouvé, voilà, genre style Rodri. Bon, bref, bon, Rodri est infaisable, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et certes, il y a des satisfactions assez importantes en ce début de saison. Je pense notamment à Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. C'est-à-dire que, bon, Ugarte, tu le recrutes. Warren, il vient du centre. Donc, en quelque sorte, les deux milieux qui peuvent être à peu près titulaires, tu les as trouvés parce que actuellement, Ugarte montre des choses sincèrement formidables. Peut-être le joueur le plus important du PSG en ce début de saison. Extrêmement précieux. Ça me rappelle un petit peu l'importance qu'avait un Casemiro pour le Grand Real ou que pouvait avoir, je sais pas, un Busquets dans le Grand Barça. Vous voyez, ça, c'est des joueurs, tu les enlèves, les équipes ne sont plus du tout les mêmes. Et voilà, Ugarte réalise un début de saison juste délirant. Il te fait environ 11 récupérations de balles par match. C'est exceptionnel. Et en plus, son apport offensif est absolument pas à négliger parce que certes, il n'est pas dans la surface de réparation. Il ne tire pas réellement, même s'il a un peu tiré. Je pense pas que voilà, ses expected goals sont très élevés, mais par contre, ses actions peuvent mener à des occasions très très importantes. Ses actions peuvent mener à un tir. Il essaie de pousser le jeu vers l'avant. Et donc, c'est un pilier absolu. Et Warren Zaïre-Emery, bon, c'est encore un contexte encore un peu différent parce que lui en plus il est très 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 jeune. Je le trouve d'une polyvalence assez extrême et nul doute qu'avec une progression encore plus importante, il sera une référence. Hein. Voilà, on va clairement le dire. D'ailleurs, il a été appelé par Thierry Henry pour l'équipe de France. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une très belle chose. Mais à part ça, quand vous prenez ce contexte-là, vous vous dites, bon, ok, mais quid des autres milieux? Parce qu'il y a Carlos Soler, il y a Fabian Ruiz, etc. Donc le milieu créatif vraiment qui va créer ce danger important, même quand Bernardo Silva, par exemple, jouait à City un petit peu en mode milieu, bah, c'est quand même le créateur. De Bruyne qui a un milieu offensif, mais qui peut totalement créer des actions. Tout ça, ça va manquer actuellement au PSG. Et donc, apparemment, le poste qui a été, enfin le joueur qui a été ciblé un petit peu pour ce poste, ce serait Kang In Lee, le coréen, parce que oui, même s'il a joué un petit peu sur les ailes et tout, moi je considère que c'est plus un sort de milieu relayeur slash offensif. Et ok, certes, mais encore une fois, là, tu es sur une promesse, tu pas sur un joueur confirmé. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir tenir ça? Honnêtement, je pense qu'il y a réellement de très très beaux espoirs parce que c'est un joueur formidable, une technique et une vision de jeu assez folle. Et honnêtement, oui, peut-être, on en reparlera dans X mois, mais peut-être que Kang In Lee sera le milieu créatif du PSG et qu'il va totalement porter ce club avec voilà, un triangle Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Kang In Lee. C'est totalement possible, en plus un milieu extrêmement jeune, mais il faut un milieu de terrain en plus parce que surtout si tu perds Verratti qui est sûrement en partance vers Al Arabi, si tu fais Verratti qui part, ça va vraiment être compliqué parce il faut un milieu top monde. Il faut vraiment quelque chose. Tu sais que tu as une garantie. Mais le problème, c'est que là, tu n'as pas mis le moyen sur le marché et ça va être très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai même pas de nom à vous proposer parce que le mercato est très fermé sur ce niveau-là. Il y avait Barella à un moment qui était soupçonné. Barella, franchement, un des milieux les plus importants au monde, sincèrement extrêmement fort. Lui, vraiment, si tu veux un milieu créatif qui sait porter le ballon, qui sait créer des occasions, du danger, etc., qui sait combiner, qui est technique, etc., tout ce que tu veux. Oui, Barella, c'est le must have. Mais force est de constater que l'Inter ne le lâchera pas le 1er septembre. Donc, c'est la question du milieu, ça fait peur. Je considère que, on va arriver un petit peu à la conclusion, le PSG a quand même fait un mercato extrêmement important. On va dire même sur le sens des départs, il y a quand même eu quelques petites choses. Et dites-vous que par rapport au chantier qu'il y avait, c'est quelque chose d'énorme ce qui a été fait. On ne peut pas régler tout en un seul mercato. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas faire 17-18 recrues et c'est bon. Vous avez tous vos postes qui sont doublés, voire triplés. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Là, il y avait un chantier de fou. En plus, on connaît le contexte économique du club, etc. Il fallait refaire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été refaites, mais ce n'était pas possible de faire en plus tout le milieu, etc. Parce que oui, idéalement, tu recrutes de top milieu. Voilà, même tu as encore, je ne sais pas, un top remplaçant en défense. Mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, même Nuno Mendes, bah, son remplaçant, bon, ce serait plus Hernandez. On va espérer qu'il soit fiable, mais il peut totalement jouer défenseur central. Donc c'est compliqué. Voilà, Hakimi, quel est réellement son remplaçant? Il n'y a pas... Chaque poste n'est pas doublé. C'est totalement vrai.
Mais ce qui a été fait, c'est quand même très, 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 très important. Il ne faut pas le nier. Alors avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même avoir un petit mot pour Bradley Barcola. Je trouve quand même que c'est une recrue intéressante, importante même, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais sur l'importance d'avoir un effectif très très fourni. L'avantage de Barcola en plus, c'est qu'il a une certaine polyvalence, il est quand même ailier, il peut jouer sur les deux côtés des ailes, et c'est un joueur également qui a un niveau de volume de jeu extrêmement important. En plus, c'est un joueur très très jeune et assez fiable, hein. C'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que au-delà juste de son apport offensif et son apport statistique, qui n'est pas du tout ridicule, surtout à cet âge-là, c'est un joueur d'équipe. Et absolument, et je dois vraiment vous montrer ces stats sur FBref. Alors voilà, les stats de Bradley Barcola sur Football Ref. Comme vous le voyez, vous avez quand même un profil extrêmement unique pour un ailier. C'est plus un ailier, on va le dire. Clairement, vous avez des buts, voilà, et expected goals, qui sont pas non plus à zéro, qui sont plutôt correct pour un ailier, ça pourrait être vraiment mieux. Par contre, voilà, il y a un truc qui est assez frappant, c'est pas décisif, c'est littéralement l'ailier qui fait le plus de passes D au monde. On peut voir qu'il surperforme quand même légèrement par rapport à son expected assist. Je pense que c'est surtout dû au fait que Lacazette plante énormément de buts, donc ça joue. Par contre, ce qu'on pourrait regretter d'un point pour Barcola, c'est qu'il ne tire pas beaucoup, et c'est parce qu'il est vraiment sur l'aile, quoi, même s'il pourrait repiquer dans l'axe. Donc voilà, ça pourrait clairement être s'améliorer, mais c'est un joueur jeune, etc. Surtout qu'il n'aura pas le premier rôle au PSG. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et extrêmement important à noter sur Barcola, c'est que son danger offensif, il est aussi réel par rapport au fait de ses dribbles et de ses touches dans la surface, parce qu'il touche énormément de ballons de la surface adverse, dû au fait que c'est un joueur qui percute énormément, qui ne porte pas autant le ballon qu'un Mbappé ou un Dembélé ou quoi, mais par contre qui peut totalement percuter, rentrer sur l'aile et directement provoquer un grand danger. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais quelque chose d'extrêmement frappant avec Barcola, c'est vraiment ses stats défensives. Ça, les amis, c'est juste délirant. Vraiment, rarement, mais j'insiste, vous allez rarement voir ça pour un joueur offensif. On parle d'un ailier, mais regardez les stats qu'il a. Regardez les tacles, les dégagements qui sont déjà excellents pour quelqu'un qui joue à ce poste. Mais si on parle des interceptions, des duels aériens et en plus des ballons contrés, où il est littéralement le meilleur joueur du monde à ce poste-là, ça n'a aucun sens. Les statistiques défensives de Barcola, c'est du sucre, c'est de l'or. C'est du diamant pour un coach. C'est-à-dire qu'on peut regretter qu'Mbappé ne fasse pas assez d'efforts défensifs et tout. C'est vrai, totalement vrai. Et là, je pense qu'avec Enrique, il sera obligé de au moins presser un peu plus. Là, le pressing ne rentre pas dans les stats défensifs. Mais quand vous voyez Barcola, en plus de presser et de contre-presser, il défend. Ouh là là, mais c'est pas des vannes. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a 99% centile en ballon contré, je peux vous dire qu'il presse. Quand vous voyez quelqu'un qui a 98 en interception, je peux vous dire qu'il presse et qu'il défend. Et les tacles, etc. Les duels aériens gagnés, donc il va se battre sur les duels. Donc Barcola, c'est un joueur extrêmement précieux, encore un joueur d'équipe. Et pour moi, il aura totalement son rôle à jouer. L'année dernière, je ne faisais pas de vidéo, mais par rapport à Ekitike, je pensais qu'il allait avoir un rôle très très mineur. Là, pour Barcola, je ne pense pas du tout, parce que étant donné déjà qu'il est polyvalent, qu'il peut jouer sur les deux ailes, même quand tu veux faire tourner ou quoi, il sera là. Déjà, ça, c'est une vérité. De deux, on ne connaît pas la fiabilité de Dembélé, donc il fallait absolument un remplaçant sur l'aile. Il est là. Donc ça fait que Barcola aura un rôle à jouer. Si en plus, il va se conditionner à améliorer toutes ses stats offensives, sa finition, ses tirs, etc., alors là, ça peut être quelque chose d'absolument ridicule. Et j'ai totalement confiance en ça, parce qu'en plus, il va être entouré de joueurs top monde, notamment Mbappé. Et waouh, on est très, 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 très heureux par rapport à ça. Personnellement, je le suis. Voilà les amis, on va quand même arriver sur la fin de cette vidéo. Voilà, donc je voulais vraiment évoquer le cas Ronald Colomani, surtout Barcola d'un autre côté, et le milieu de terrain inconnu. En tout cas, le mercato se finit dans quelques heures. Normalement, nous serons en live à 22 h ce soir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à passer. Si jamais vous voyez un petit peu le live en mode programmé, c'est que je vais être là. Mais voilà, donc très, 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 très hâte. Est-ce que ça va vraiment le faire? Je sais pas. Est-ce que le PSG va encore avoir une recrue? Je ne sais pas non plus. Mais on va espérer quand même. Ce serait bien de faire Colomani et miraculeux. On fait un dernier milieu et là, on est refait de chez refait. En tout cas, je précise encore une fois, normalement en début de semaine prochaine, vous aurez le récapitulatif de tous les mercato Ligue 1. Je donnerai mon avis à chaque fois. Je donnerai peut-être une note. Ouais, je pense que je noterai un petit peu. Le but, c'est pas de dire qui a fait le meilleur classement de Ligue 1, mais on peut totalement le dire. Oui, peut-être lui, il a fait un meilleur mercato, lui un peu moins, etc. Mais voilà. Donc, vous inquiétez pas, on parlera de tous les clubs de Ligue 1, les 18 clubs. Voilà, voilà, voilà. Bref, en tout cas, le sprint final a commencé. Bah, belle dernière journée de mercato, les amis. Et d'ici là, moi, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et la paix sur vous.